Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. L'arrêt est obligatoire avant le passage à niveau. Réponse A, en tout temps. Réponse B, lorsque les feux clignotants sont activés. Réponse C, lorsque je risque d'être immobilisé sur celui-ci. Alors, lorsque vous allez vous engager sur un passage à niveau, il y a 3 cas généraux qui vont se présenter à vous. Le premier cas, la route est dégagée, la circulation n'est pas bloquée. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de marquer l'arrêt. Le deuxième cas, c'est lorsque le feu clignotant est activé. Dans ce cas-là, vous serez obligé de marquer l'arrêt au passage à niveau. Et enfin, le troisième cas, c'est si la circulation est bloquée. Donc s'il y a des voitures immobilisées, alors dans ce cas-là, il faudra s'arrêter avant de franchir le passage à niveau, au cas où les clignotants se mettraient à sonner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 2. Je peux stationner sur la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, ici, la voie à droite est séparée par une ligne épaisse discontinue qui matérialise donc une voie réservée. C'est une voie réservée, donc ce n'est pas la tienne. Tu n'as pas le droit de stationner, ni même de t'arrêter sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. Je peux effectuer un arrêt juste devant le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que le stationnement et l'arrêt sur un passage piéton est interdit et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, donc une amende de 135 €. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais là, la question, c'est juste devant le passage piéton. Eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu te gares 5 mètres en amont d'un passage piéton, c'est considéré comme un arrêt ou un stationnement sur un passage piéton. Alors, il faut aussi savoir que si tu n'es pas présent lors de la constatation de l'infraction, ton véhicule peut aussi être amené en fourrière, donc être immobilisé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. La fatigue augmente les risques d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, la fatigue est responsable d'1/3 des accidents sur autoroute.
le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un écart de A. 1,50 m, B. 1 m. Alors, pour dépasser un vélo en agglomération, il faut laisser un écart de 1 mètre entre notre véhicule et le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Je programme mon GPS avant de prendre le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, avant de conduire, vous devez programmer votre GPS. Pourquoi ? Parce que ça vous évitera de le programmer durant la conduite. Car si vous le programmez durant la conduite, ça va avoir plusieurs conséquences, dont la principale, c'est une baisse de la vigilance et donc l'augmentation du taux d'accident. Donc ici, je programme mon GPS avant de prendre le volant. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je peux passer, réponse A, après le passage du tramway. Réponse B, quand le feu passe au vert. Alors, en général, quand il y a une traversée de tramway qui est régie par des feux de signalisation, c'est qu'il y a une raison. Lorsque le tramway passe d'un côté, il y a de fortes chances qu'un autre tramway, en sens inverse, passe aussi. D'où l'intérêt des feux de signalisation. Donc, après le passage d'un tramway, on regarde toujours la signalisation et on passera quand le feu passera au vert. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Durant ma période probatoire, je bois un verre d'alcool avant de conduire. Je risque d'être en infraction en cas de contrôle de police. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant les permis probatoires, le taux d'alcool maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang, ce qui correspond à l'ingestion d'un seul verre d'alcool. Donc oui, effectivement, si je bois un seul verre d'alcool, je peux être en infraction en cas de contrôle de police. De plus, si votre taux d'alcool est égal ou supérieur à 0,2 g par litre de sang en probatoire, vous perdez d'office 6 points. Donc, si vous vous faites prendre la première année, vous risquez également une invalidation de permis pour solde de points nuls. Donc, ici, pour revenir à la question, durant ma période probatoire, si je bois un verre d'alcool avant de conduire, je risque d'être en infraction en cas de contrôle de police. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant
et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc, les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Je suis sur la voie de gauche. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, certes, on est sur la voie de gauche. Cependant, la signalisation verticale à travers ce panneau d'interdiction de tourner à gauche, mais également la signalisation horizontale, donc le marquage au sol, où on voit très bien qu'il y a juste une flèche qui nous dit d'aller tout droit, nous interdit de tourner à gauche. Donc, ici, même si je suis sur la voie de gauche, je suis très mal placé pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Je roule à 130 km/h sur autoroute durant ma période probatoire. Réponse A. Je suis en excès de vitesse. Réponse B. Je roule à vitesse réglementaire. Alors, comme vous le voyez sur le document que vous retrouverez dans l'information, la vitesse maximale autorisée pour un probatoire sur autoroute est de 110 km/h. Donc, actuellement, je suis en excès de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Cette photographie montre un levier de vitesse. Réponse A.
manuel. Réponse B, automatique. Alors, ici, tu vois bien que c'est une boîte de vitesse qui est automatique. Tu peux le reconnaître parce que sur ce levier, il y a des lettres. Alors, que signifient ces lettres? Alors, tu as tout d'abord la lettre S. La lettre S qui veut dire séquentiel. Ça, c'est quand tu veux utiliser la boîte de vitesse en séquentiel. La lettre D pour drive qui indique la conduite. La lettre N pour neutral qui indique le point mort. La lettre R pour rire qui veut dire marche arrière. Et la lettre P pour parking qui veut dire stationnement. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Je peux me garer dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah écoutez, là c'est vraiment de la connaissance des panneaux. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules motorisés, donc voitures, camions, cyclomoteurs, motocyclettes. Donc effectivement, je ne peux donc pas me garer dans cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Le feu est vert, donc on passe, on ne laisse pas le passage aux piétons. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, bah si, on le sait. Et pourquoi on le sait? Bah parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit et on passe. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, bah ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici,
La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Certains médicaments ont les mêmes effets que l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est vrai que certains médicaments ont des effets semblables à l'alcool, comme la diminution de la vigilance, par exemple. Alors, à savoir que les médicaments ont des pictogrammes. Donc, ce sont des triangles sur fond jaune, orange et rouge qui ont des significations différentes. Alors, le pictogramme jaune, c'est le pictogramme de niveau 1. Il ne vous interdit pas de conduire, mais il nécessite que vous soyez informé des effets du médicament. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 2, un triangle sur fond orange. Celui-ci, il faut demander l'avis du médecin avant de pouvoir conduire. Mais il ne vous interdit toujours pas de conduire. Par contre, le pictogramme triangle sur fond rouge, lui, de niveau 3, vous interdit de conduire. Et pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis de votre médecin. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a 2 choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Cet enfant est bien installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment très facile. Cet enfant est très mal installé, tout simplement parce qu'il ne porte pas de ceinture de sécurité. De plus, dans ce cas-là, étant donné que le passager est mineur, c'est le conducteur qui est responsable et il devra payer une amende de 135 €. C'est une contravention de 4e classe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. L'utilisation du téléphone au volant constitue une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, l'utilisation du téléphone au volant est une infraction. Elle constitue une contravention de 4e classe qui est punie par un retrait de 3 points et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 21. Je me dirige vers un carrefour à sens giratoire. J'avertis les autres usagers de ma direction à l'aide de mes clignotants et mon placement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau triangulaire annonce un carrefour à sens giratoire. Donc effectivement, il y a une méthodologie pour prendre un carrefour à sens giratoire selon la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous souhaitez aller à droite, tout droit, à gauche ou faire demi-tour. Aujourd'hui, je vais seulement vous montrer le cas pour tourner à droite. Alors, pour tourner à droite, on se place dans la voie de droite. On met son clignotant à droite, on prend le rond-point, on tourne à droite. Bien sûr, il y aura tous les contrôles à effectuer, mais c'est pas notre problème aujourd'hui. Alors, si vous voulez connaître la méthodologie complète pour le demi-tour, aller à droite, aller à gauche ou aller tout droit, je vous incite fortement à aller dans la formation. Voilà. Donc, à la question est-ce que j'avertis les autres usagers de ma direction à l'aide de mes clignotants et mon placement? La réponse est oui. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Réponse C. Alerter, secourir, protéger. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes témoin d'un accident avec dommages corporels? Alors, c'est très simple, c'est une chose qu'on a vue à plusieurs reprises dans la formation et les vidéos. J'utilise le moyen mnémotechnique du PAS, du pas. P pour protéger, A pour alerter, S pour secourir. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors là, regarde bien. Nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait? C'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque hein, de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. À la prochaine intersection, j'ai la priorité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors vraiment ici c'est un cas d'école, là c'est la priorité à droite, c'est le B à bas. Alors, tu vois ici, on a une intersection qui n'est gérée ni par une signalisation lumineuse, ni une signalisation verticale, ni horizontale. Donc il n'y a aucune signalisation qui gère cette intersection. Donc, c'est la règle de la priorité à droite qui prime. Et ici, clairement, je n'ai pas la priorité. Ce sont les véhicules qui viendront de droite qui auront la priorité. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Question numéro 25. Pour stationner dans cette rue, je dois apposer un disque bleu sur mon tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner toute la journée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois juste à gauche, on a un panneau de zone. Ce panneau de zone indique que le stationnement est payant. Pourquoi ? Regarde ici un horodateur. À ne pas confondre avec ce panneau, où il y a un disque bleu qui signifie que le stationnement est limité. Donc, ici, il faudra apposer sur le tableau de bord le ticket de l'horodateur et non pas le disque bleu. Le disque bleu, ça, c'est pour le panneau concernant le stationnement limité. Ensuite, est-ce que je peux stationner toute la journée ? Non. Parce que regarde, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Et ce panonceau vient préciser le panneau qu'il y a au-dessus. Et dans ce panonceau, il y a marqué maxi 2 heures. C'est-à-dire, vous pouvez vous garer en payant, mais vous devez rester maximum 2 heures. Et après les 2 heures, il faut repayer pour 2 heures. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout, ne te dis pas c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code ? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique ? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces
d'items et tous les contenus de ces items, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Je roule avec un moteur essence. J'utilise le pistolet. Réponse A, vert. Réponse B, orange. Réponse C, jaune. Alors, quand on roule avec un moteur essence, tu dois absolument utiliser les pistolets verts. Alors, il y en a deux, hein. Il y a le 98 et le 95. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Je roule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici c'est évident, vous voyez bien qu'il y a une tempête de neige, que la visibilité est fortement réduite et que la chaussée est glissante. Donc ici effectivement on ne va pas rouler à la vitesse maximale autorisée, on va rouler à une vitesse adaptée. C'est quoi une vitesse adaptée ? On roule comme on peut, à la vitesse à laquelle on peut rouler. Hein. Et même parfois, vous allez voir, cas très rare, vous allez être obligé même de vous arrêter. Hein, tellement ça va être compliqué que vous ne verrez plus rien. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Cet emplacement est réservé. Réponse A, à l'écopartage. Réponse B, au covoiturage. Alors cette question elle est intéressante parce que vous confondez toujours covoiturage, écopartage, écomobilité, écoconduite. Bon, aujourd'hui, on va voir la différence entre le covoiturage et l'écopartage. Alors, tu vois, ce panneau indique en fait le covoiturage. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Alors que le panneau pour l'écopartage, c'est celui-ci. Alors, le covoiturage, c'est quoi ? Le covoiturage, c'est le fait de partager un itinéraire avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut même être des inconnus que tu trouveras via certaines applications. L'écopartage, c'est quoi ? L'écopartage, c'est autre chose. L'écopartage, c'est le fait de louer un véhicule en libre service. Donc parfois pour moins d'une heure. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. Alors ces deux choses différentes participent à l'écomobilité. C'est vrai. Mais c'est deux concepts différents. Ici, cet emplacement est réservé au covoiturage.
la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Sur cette route, la vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc si vous avez fait une erreur sur cette question, je vous incite vivement à aller dans l'information que vous trouverez en lien dans la description. Sur ce, alors déjà je vais vous montrer le document qui montre en fait les vitesses maximales autorisées selon les conditions atmosphériques, selon que vous soyez en probatoire ou non, la visibilité et selon le type de route. Alors, ce qui va surtout nous intéresser, c'est pas les données qu'il y a dans le tableau. C'est déjà de savoir sur quelle route on est. D'accord ? Donc, si on revient sur notre contexte, comment est-ce qu'on peut savoir si on est sur une route à chaussée séparée, si on est sur une route à double sens, si on est sur une route à double sens avec créneau de dépassement, ou si on est sur une autoroute. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans l'information ou même sur les vidéos YouTube. C'est très très simple. Il faut regarder les lignes de rive sur la voie de gauche. Regardez là sur la voie de gauche les lignes de rive. Les lignes de rive sont discontinues sur la voie de gauche. Étant donné qu'elles sont discontinues, on est sur une route à double sens. Sinon, si on était sur une deux voies, donc c'est-à-dire sur une route à double sens avec créneau de dépassement, alors, on aurait eu une ligne continue. Du fait qu'on n'ait pas de ligne continue, cela signifie qu'on est sur une route à double sens. Donc ici, si on revient au tableau, on est sur une route à double sens. La vitesse maximale autorisée dans des conditions atmosphériques normales est de 80 km/h. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 30. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, franchement, vous avez de la chance parce que ça fait deux questions très faciles d'affilée. Alors ici, c'est évident. On a un passage piéton non protégé. En plus de ça, regardez à gauche, il y a un piéton qui est déjà engagé, donc qui est sur la voie. Donc il est automatiquement prioritaire. Mais de toute façon, dans tous les cas, passage piéton, je laisse la priorité au piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 31. Il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, tu peux utiliser un porte-vélo pour transporter
tes vélos. Par contre, il y a des conditions. Tout d'abord, l'homologation. Donc tu peux pas acheter n'importe quel porte-vélo. Le vélo doit être homologué selon la norme française 18903.2 ou alors la norme internationale ISO 15263.4. Également, il faut que tu respectes les limites de vitesse et les limites de poids selon le porte-vélo que tu as acheté. Troisième chose à savoir, il faut que la plaque d'immatriculation et que les feux arrière du véhicule soient visibles. S'ils ne sont pas visibles, alors il faut que le porte-vélo reporte les feux et la plaque de manière à ce qu'elles soient visibles, comme ici sur l'image. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Je fais descendre les enfants du côté trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question vraiment très simple et très logique. Effectivement, on fait descendre les enfants toujours du côté trottoir pour des raisons de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc vous avez donc la plus petite formule qu'on appelle la formule basique à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule « Mon code en 10 jours » qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour
tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui. Ouais, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet et là tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 33. Pour remplir le réservoir de liquide de refroidissement, je débouche le bouchon noir. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors effectivement, le bouchon du liquide de refroidissement est celui qui est noir. Concernant le bouchon bleu, c'est le bouchon du réservoir du liquide de lave-glace. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. L'ESP permet de corriger les écarts de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. Cette aide à la conduite est un équipement qui te permet de corriger la perte de stabilité au niveau de la trajectoire et de l'adhérence du véhicule. Il permet donc de corriger les écarts de trajectoire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'éco-conduite, c'est adapter une conduite économique et écologique. Je vous conseille fortement de vous former sur l'éco-conduite parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests conformes à la nouvelle réforme. Donc ici, je vous ai mis un petit document, bon, bien sûr, qui est dans le cours, hein, je vous le mets gratuitement. Qui en fait expose les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc effectivement, rouler moins vite fait partie des 10 conseils pour une éco-conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Les forces de l'ordre peuvent contrôler les gaz d'échappement d'un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, il y a même des brigades habilitées qui font ces contrôles-là dans le réseau routier français. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Le feu est vert depuis longtemps. A. Je maintiens mon allure. B. J'accélère. C. Je place mon pied devant le frein.
Alors, ici, on nous dit que le feu est vert depuis longtemps. Donc, je n'accélère pas parce que le feu est susceptible de passer à l'orange très rapidement. Cependant, je ne vais pas non plus diminuer mon allure. Je garde mon allure et je place mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 38. Ma visibilité est réduite. Le virage constitue un danger potentiel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tout d'abord, on peut voir à droite une balise d'obstacle. Donc cette balise d'obstacle nous informe d'un obstacle. Ici, c'est le petit muret qui est juste derrière lui. Ensuite, un peu plus loin, on a ce qu'on appelle une balise à chevron. Cette balise nous indique d'un virage dangereux. Donc nous sommes bien en face d'un virage qui constitue un danger potentiel. La bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué.
C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Réduire l'utilisation de la voiture permet A. De diminuer les nuisances sonores. B. De diminuer la pollution. C. De supprimer tout risque d'accident. Bien sûr, réduire l'utilisation de la voiture ne va pas vous permettre de supprimer tout risque d'accident. Par contre, il va permettre de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 40. Ce dispositif permet de vous aider à passer les vitesses. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, c'est un dispositif nouveau qui d'aide à la conduite, qui ici vous aide tout simplement à passer les vitesses. Là, par exemple, l'ordinateur vous conseille de passer la vitesse numéro 6. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.